Chapitre 1, l'illusion d'une vie parfaite. Blake Morrison descendit de son F-150 Raptor noir. L'air vif d'un soir d'octobre caressait son visage buriné. À 34 ans, il affichait l'assurance tranquille d'un homme qui avait affronté la mort et s'en était sorti indemne. Ses voisins du quartier huppé de Westbrook le connaissaient comme un consultant en sécurité accompli, mais peu connaissaient la vérité sur ses 12 années dans les Navy Seals, ni pourquoi ses anciens coéquipiers le surnommaient encore le fantôme. La maison coloniale à 2 étages qui se trouvait devant lui représentait tout ce pourquoi il s'était battu outre-mer, le rêve américain, en dur. Il l'avait acheté 3 ans plus tôt, lors de son mariage avec Candace. Grâce aux économies réalisées grâce à ses contrats de sécurité privée avec des entreprises du Fortune 500, la pelouse impeccable, la palissade blanche, les voitures de luxe dans l'allée, tout paraissait parfait de l'extérieur. Le téléphone de Blake vibra tandis qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. Tyler, son jeune frère, envoyait un SMS pour parler de leur week-end de pêche. Tyler avait toujours été doux, préférant l'enseignement à la carrière militaire de Blake. À 28 ans, Tyler travaillait à l'école primaire Jefferson et menait une vie simple dans son modeste appartement du centre-ville. Leurs parents étaient morts dans un accident de voiture 5 ans plus tôt, les unissant plus que jamais. « Chérie, je suis rentré », cria Blake en entrant, remarquant la BMW argentée de Candace toujours au garage. Elle devrait préparer le dîner. Ils avaient réservé chez Romano ce soir pour leur 3e anniversaire de mariage. Candace sortit de la cuisine, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son maquillage impeccable malgré sa présence à la maison toute la journée. À 31 ans, elle avait le genre de beauté qui faisait tourner les têtes, ce qui était précisément ce qui avait attiré Blake lors du gala de charité de l'entreprise où ils s'étaient rencontrés. Elle travaillait alors comme coordinatrice d'événements, mais avait arrêté après leur mariage, prétextant vouloir se concentrer sur la fondation d'une famille. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en lui donnant un rapide baiser qui semblait plus obligatoire que passionné. Conclut le contrat avec Henderson Industries. Leur équipe de protection est désormais parfaitement formée. Blake observa son visage, notant la légère tension autour de ses yeux, devenue plus fréquente ces derniers temps. « Tu as l'air distraite. Tout va bien ? Juste fatiguée. J'organise le barbecue de quartier pour le mois prochain. » Elle se détourna vivement. Derek Walsh était passé plus tôt. Il propose de l'aider à l'installation. Derek Walsh, leur voisin de 3 maisons plus loin, un avocat spécialisé en divorce qui avait emménagé 6 mois auparavant. Blake l'avait rencontré lors de quelques réunions de quartier. Charmant, prospère et divorcé. Quelque chose chez cet homme avait toujours irrité Blake, sans qu'il puisse dire exactement quoi. « C'est gentil de sa part, » dit Blake prudemment. « Quel genre d'aide ? » ? « Oh, tu sais, des tables, des chaises, la coordination. Il connaît plein de vendeurs. » La voix de Candace avait cette légèreté artificielle que Blake, grâce à sa formation, lui avait appris à reconnaître comme une tromperie. Tandis qu'il préparait le dîner, Blake observait sa femme s'agiter dans leur chambre. 3 ans de mariage, et ces derniers temps, il avait l'impression de vivre avec une étrangère. La femme passionnée qu'il accueillait avec enthousiasme avait été remplacée par une femme qui faisait semblant. Leur conversation était devenue superficielle, leur intimité sporadique. Chez Romano, Candace passa la majeure partie du dîner au téléphone, prétextant des appels professionnels pour l'organisation du barbecue. Blake observa ses micro-expressions, son léger sourire lorsqu'elle envoyait des SMS, la façon dont elle éloignait le téléphone de lui, sa respiration accélérée à l'arrivée de certains messages. « Candice » dit-il finalement en posant son verre de vin. « On va bien ?» Elle releva brusquement la tête, les yeux écarquillés par ce qui semblait être de la panique, avant de se ressaisir. « Bien sûr que oui. Pourquoi me demandes-tu ça ? Tu as l'air distant, distrait ces derniers temps. Je suis juste stressé par le barbecue. C'est une grande responsabilité. » Elle tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. « Je t'aime, Blake. Joyeux anniversaire. » Mais sa main était froide, son sourire forcé, et l'instinct de Blake, aiguisé par des années de combats et d'opérations secrètes, hurlait que quelque chose n'allait vraiment pas. Chapitre 2. Sang et trahison. Le téléphone de Blake brisa le silence de 2 heures du matin d'une sonnerie perçante. Il se redressa aussitôt, ses réflexes de combat prenant le dessus sur le sommeil. À côté de lui, Candace remua, mais ne se réveilla pas. Elle avait pris un inhibiteur de la progestérone, prétextant une insomnie due au stress. Blake.
La voix de Tyler était tendue et rauque, à peine reconnaissable. Tyler, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis aux urgences de Merci Général. Ils m'ont cassé la mâchoire. Blake, j'ai besoin de toi. Blake était sorti du lit et enfilait ses vêtements avant que Tyler ait fini de parler. J'arrive. Que s'est-il passé? Je t'expliquerai quand tu seras là. C'est à propos de Candace. La ligne fut coupée. Blake attrapa ses clés, fit défiler un mot pour Candace concernant une urgence familiale et courut à travers les rues désertes. Son esprit explora les possibilités, toutes pires les unes que les autres. Tyler n'était pas du genre à se battre. C'était un pacifiste qui n'avait pas frappé depuis l'école primaire. Les urgences de Merci Général étaient un enfer de plomb fluorescent, d'odeurs antiseptiques et de souffrances étouffées. Blake trouva Tyler dans la chambre 7. Son visage était un patchwork de bleu et de sparadrap. Sa mâchoire était fermée par des fils de fer, son œil gauche gonflé, complètement fermé. Bon sang, murmura Blake en tirant une chaise. Qui t'a fait ça? Tyler peinait à parler, la mâchoire crispée. Les mots étaient inarticulés, mais pressants. Je suis passé chez toi ce soir. Je voulais te faire la surprise avec ces leurres de pêche que j'ai trouvées. Ton cadeau d'anniversaire. Blake se pencha plus près. Prends ton temps. J'utilisais mon double de clé. Je pensais que tu dormais. J'entendis des voix dans ton bureau. L'œil valide de Tyler fixait Blake avec une intensité désespérée. Candace était là avec Derek Walsh. Il n'était pas seul. Le sang de Blake se glaça. Comment ça, pas seul? Deux autres types. Des costauds. Des militaires. Tyler peinait à continuer. Je me suis caché derrière l'étagère. Il parlait d'un plan d'urgence pour toi, Blake. Candace pleurait, disant qu'elle n'en pouvait plus, mais Derek continuait à la pousser. La pièce sembla basculer. Blake agrippa la barrière du lit, les jointures blanches. Un plan d'urgence? Derek a dit qu'ils avaient déjà tout arrangé. Faire passer ça pour un accident d'entraînement lors d'une de tes démonstrations de sécurité. L'argent de l'assurance, la maison, ils se partageraient tout. La voix de Tyler s'est brisée. J'ai essayé d'enregistrer sur mon téléphone, mais ils m'ont vu. Les hommes de Derek m'ont frappé jusqu'à ce que je perde connaissance. Ils m'ont laissé dans la ruelle derrière le bar de Murphy. Blake se leva brusquement, marchant à grands pas vers la fenêtre. Son reflet le fixait. Un homme qui avait survécu à des attaques d'insurgés, à des sauvetages d'otages et à des opérations secrètes qui ne verraient jamais le jour. Mais il n'avait jamais imaginé que l'ennemi dormirait dans son lit. Il y a plus, murmura Tyler. Avant qu'il ne m'assomme, j'ai entendu Derek parler d'une chronologie. Quelque chose à propos de ta partie de chasse le week-end prochain. Blake, il prévoit de te tuer. La partie de chasse. L'expédition annuelle en solo de Blake dans sa cabane dans les montagnes du Colorado. 3 jours d'isolement où un accident pourrait facilement être mis en scène. Il en avait parlé à Candace des semaines plus tôt, et elle l'avait encouragé à y aller, disant qu'il avait besoin de se détendre. Blake retourna au chevet de Tyler, son expression se durcissant, telle que ses anciens coéquipiers la reconnaîtraient. Le masque froid et calculateur du fantôme. Tu as enregistré quelque chose? Tyler hocha la tête. Téléphone dans ma veste. La batterie était morte avant qu'il ne me trouve, mais j'ai eu environ 2 minutes. Blake récupéra le téléphone et fit défiler l'écran jusqu'à la voix. Note de service. Malgré la mauvaise qualité audio, il entendait clairement la voix de Candace dire « Je ne sais pas si je peux le regarder mourir, Derek. » Et si quelque chose tourne mal? Et la réponse de Derek, ça aura l'air propre. Mes contacts savent ce qu'ils font. D'ici dimanche soir, tu seras une veuve endeuillée avec un avenir très confortable. L'enregistrement continua avec plus de détails. La police d'assurance que Blake avait augmentée à 2 millions de dollars à la suggestion de Candace, la fausse lettre de suicide qu'ils avaient préparée au cas où le plan d'accident échouerait, et le plus accablant, la mention désinvolte par Derek des accidents malheureux de ses 2 précédentes épouses. Blake sauvegarda l'enregistrement sur plusieurs sauvegardes, son esprit passant déjà en mode opérationnel. 12 années d'opérations spéciales lui avaient appris que la réussite des missions exigeait de la patience, de la planification et une exécution précise. Ses ennemis avaient révélé leur plan trop tôt, ce qui lui donnait l'avantage. Tyler, j'ai besoin que tu écoutes attentivement,
dit Blake, sa voix retombant dans le ton mortellement calme que son ancienne équipe avait appris à redouter. Demain, tu vas dire à la police que tu as été agressé par des inconnus. Tu n'as jamais vu clairement leur visage. Tu ne mentionnes ni Candace ni Derek. Mais Blake, ils pensent que tu es neutralisé en tant que menace. Laisse-les continuer à penser ça pendant que je m'occupe de ça. Les yeux de Blake avaient pris une lueur froide. Ils avaient oublié quelque chose d'important à mon sujet, petit frère. Dans un rocher, il m'appelait le fantôme parce que mes ennemis ne m'avaient vu venir que trop tard. Tyler attrapa le bras de Blake de sa main indemne. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Blake sourit, mais il n'y avait rien de chaleureux dans son sourire. « Je vais leur donner exactement ce qu'ils ont prévu pour moi. Mais d'abord, je rentre chez moi pour jouer les maris aimants pendant que je planifie leur destruction. » Alors que Blake quittait l'hôpital, son téléphone vibra, un texto de Candace. « J'espère que Tyler va bien. Je t'attendrai. Je t'aime. » L'ironie ne lui échappa pas. Elle répétait probablement son numéro de veuve endeuillée tout en envoyant un texto à son amant pour lui raconter leur succès. Mais Blake Morrison n'était pas un civil qui s'effondrerait et supplierait pour son mariage. C'était une arme forgée dans le creuset de la guerre, et il s'apprêtait à rappeler à tous pourquoi on l'avait surnommé le fantôme. La guerre revenait, et Blake avait bien l'intention de la gagner complètement. Chapitre 3. Reconnaissance et planification. Blake rentra chez lui à 4h30 du matin, animé du silence fantomatique qui avait fait de lui une légende parmi les forces spéciales. Candace était allongée dans leur lit, respirant le rythme profond et régulier du sommeil ambiant. Elle s'était positionnée en diagonale sur le matelas, revendiquant inconsciemment un territoire qui n'était plus le sien. Il observa son visage au clair de lune filtrant par les fenêtres de leur chambre. 3 ans de mariage, et il n'avait jamais vraiment connu la femme à ses côtés. Les larmes qu'elle avait versées le jour de leur mariage. Les nuits passionnées du début de leur relation. La façon dont elle l'avait réconforté après des cauchemars sur ses missions à l'étranger. Tout cela était-il réel? Blake se changea silencieusement et se glissa dans son bureau, la même pièce où Tyler avait surpris la conspiration contre sa vie. Il alluma son ordinateur et commença ce qu'il faisait le mieux, recueillir des renseignements. Derek l'enquête sur les antécédents de Walsh a révélé des tendances inquiétantes. Né Derek Walsh Patterson à Tampa, il avait changé de nom après la noyade accidentelle de sa première femme pendant leur lune de miel aux Bahamas, 7 ans auparavant. Sa seconde épouse était décédée dans un accident de randonnée dans l'Utah 3 ans plus tard, laissant Derek seul bénéficiaire de l'important héritage qu'elle avait hérité de la fortune pharmaceutique familiale. Cet homme était un prédateur qui maîtrisait l'art d'assassiner des femmes fortunées tout en maintenant un déni plausible. Blake a recoupé les dates et les lieux, découvrant que Derorick avait vécu dans 5 États différents au cours de la dernière décennie, partant toujours après une importante manne financière. Mais Derorick avait commis une erreur cruciale. Il avait choisi la mauvaise cible cette fois-ci. Blake a consulté sa base de données de contacts sécurisée. 12 années d'expérience dans les opérations spéciales l'avaient mis en contact avec des soldats, des agents de renseignement et des entrepreneurs qui opéraient dans la zone grise entre la légalité et la nécessité. Des hommes et des femmes qui comprenaient que certains problèmes exigeaient des solutions non conventionnelles. Appelé d'abord Marcus Tank Rodriguez, son ancien coéquipier qui dirigeait désormais une entreprise de sécurité privée à Denver. Tank était spécialisé dans la résolution discrète de problèmes pour ses clients. Qui préférait gérer les problèmes en dehors du système judiciaire? Blake. Seigneur. Il est 5 heures du matin. C'est une question de vie ou de mort. Ça l'est. J'ai besoin d'une faveur, Tank. Une grande. Blake a exposé la situation sans révéler de nom ni de lieu précis. Tank a écouté avec le silence professionnel d'un homme qui a entendu des histoires pires et commis des actes plus sombres. « À quel point avez-vous besoin de propreté ?» demanda Tank lorsque Blake eut terminé. « Suffisamment propre pour qu'il disparaisse complètement, mais pas au point qu'il ne souffre pas d'abord. Je veux qu'ils sachent exactement pourquoi cela leur arrive. Cela va coûter plus cher. L'argent n'est pas un problème. » Deuxième appel, Rebecca Ice Santos, ancienne analyste du renseignement militaire qui dirigeait maintenant une société d'enquête privée spécialisée dans l'espionnage industriel et la surveillance numérique. Si Derorick avait d'autres conspirateurs ou des actifs cachés, l'ICE les trouverait. Blake Morrison, dit-elle en répondant à la première sonnerie malgré l'heure matinale. Je n'ai plus de nouvelles de vous depuis le contrat Blackwater en Syrie. Quel genre de fantôme traquez-vous maintenant?
Blake lui a envoyé les informations de Derrick et un résumé de la situation. En moins d'une heure, l'ICE avait infiltré la vie numérique de Derrick, découvrant des communications cryptées avec un réseau d'entrepreneurs spécialisés dans les décès accidentels. Les preuves étaient stupéfiantes. Derek n'était pas seulement un tueur en série. Il dirigeait une opération sophistiquée ciblant des femmes fortunées dans plusieurs États. Blake. Ce type a tué au moins 8 femmes au cours des 15 dernières années, selon l'ICE. Il dispose d'une équipe de 3 agents réguliers qui s'occupent des opérations de démolition, ainsi que d'entrepreneurs locaux, selon l'endroit. Votre femme n'est pas sa première cible dans votre région. Il a testé son opération sur une veuve nommée Patricia Hoffman il y a 6 mois. Blake se souvenait de Patricia. Elle avait été retrouvée morte au bas de son escalier, apparemment par accident. Elle était riche, veuve depuis peu et vivait seule. Le test parfait pour le plan de Derrick. Et ce n'est pas tout. Hayes poursuivit, votre femme n'est pas seulement une victime dans cette affaire. C'est une participante active. Ses relevés téléphoniques montrent qu'elle est en contact avec Derek depuis 8 mois, avant même qu'il ne s'installe dans votre quartier. Elle l'a recherché spécifiquement via une application de rencontre, même lorsqu'elle était mariée avec vous. Blake a assimilé cette information avec une fureur froide. Candace n'avait été ni séduite ni manipulée. Elle était une conspiratrice consentante depuis le début. Troisième appel, le docteur Elizabeth Hay, une psychiatre spécialisée dans le traitement des vétérans des forces spéciales et consultant occasionnellement sur les tactiques de guerre psychologique. Blake avait besoin de comprendre l'état d'esprit de Derrick pour exploiter ses faiblesses. Le profil que vous décrivez suggère un psychopathe narcissique avec un fort contrôle des impulsions liées aux gains financiers, a expliqué le docteur et après que Blake a présenté une étude de cas hypothétique. Ces individus ont généralement des plans B élaborés, mais aussi des déclencheurs psychologiques spécifiques. Ils ne peuvent s'empêcher de démontrer leur supériorité, surtout lorsqu'ils croient avoir le contrôle. Quel type de déclencheur ? L'humiliation, la perte de contrôle, la remise en question de leur intelligence. Ils ont aussi tendance à conserver des trophées, preuve de leur supériorité. Manipulation réussie. Si vous voulez faire parler cette personne, faites-lui sentir sa supériorité intellectuelle tout en documentant secrètement ses aveux. À midi, Blake avait élaboré un plan de bataille complet. La première phase consisterait à laisser Derek et Candace croire que leur plan initial se déroulait sans accroc, pendant que Blake recueillait des preuves supplémentaires. La deuxième phase consisterait à déclencher le piège en utilisant les faiblesses psychologiques de Derrick contre lui. La troisième phase serait l'exécution de la justice, permanente et intraçable. Candace se réveilla à 11 heures, titubant dans son peignoir de soie, avec une vulnérabilité éprouvée. « Comment va Tyler ? Tu étais absent si longtemps. Il a été agressé en ville. Mâchoire cassée, mais il se rétablira. » Blake se lava soigneusement le visage. Elle affichait une inquiétude parfaite. Yeux légèrement écarquillés, lèvres pincées, une main douce sur son bras. « Oh mon Dieu, c'est terrible. » Qu'a dit la police ? Ils enquêtent, mais Tyler n'a pas pu identifier ses agresseurs. Un crime aléatoire, probablement. Un soulagement se lisait sur ses traits avant qu'elle ne se ressaisisse. Devrions-nous lui rendre visite aujourd'hui ? Demain ? Il était sous sédatif et les médecins veulent qu'il se repose. Blake la serra dans ses bras, sentant son corps se tendre légèrement avant qu'elle ne se détende pour la représentation. Je pensais à notre dîner d'anniversaire d'hier soir. On devrait peut-être prévoir quelque chose de spécial pour ce week-end. Ce week-end, sa voix s'éleva légèrement. J'allais chasser, mais je préfère passer du temps avec toi. On pourrait aller jusqu'à ce bed and breakfast à Asheville dont tu parlais. La panique passa dans ses yeux avant qu'elle ne se ressaisisse. En fait, je pense que tu devrais aller chasser. Tu as été tellement stressé par le travail ces derniers temps. L'alpiniste te ferait du bien. Tu es sûr ? Je ne veux pas te laisser seul. Tout ira bien. Derrick proposa de venir me voir si tu étais parti. Quel voisin adorable. Blake sourit et l'embrassa sur le front. Tu as raison. La montagne sera parfaite. Alors que Candace montait prendre sa douche, Blake activa le matériel d'enregistrement caché qu'il avait installé dans toute la maison pendant ses courses ce matin-là. Chaque conversation, chaque appel téléphonique, chaque consultation chuchotée avec Derek serait enregistrée. La partie avait commencé et Blake Morrison jouait pour la victoire. Chapitre 4. Les titans du web.
Blake passa les 2 jours suivants à jouer le rôle du mari sans méfiance tout en construisant un réseau de surveillance élaboré autour de Derek et Candace. Son entraînement militaire lui avait appris que la réussite d'une opération nécessitait un avantage considérable en matière de renseignement, et il comptait bien connaître chaque détail de leur plan avant de passer à l'action. Le mercredi matin apporta une opportunité inattendue. Derek Walsh frappa à la porte de Blake à 7 heures du matin. Un café à la main, l'air inquiet d'un bon voisin. Blake, Candace m'a parlé de Tyler. C'est terrible. Je voulais t'offrir mon aide si tu as besoin de quoi que ce soit. Blake l'invita à entrer. En étudiant le langage corporel de Dororik, l'homme était confiant, presque prétentieux, avec le charme naturel d'un prédateur expérimenté. À 42 ans, Dororik se débrouillait bien. Vêtements coûteux, dents parfaites, ongles manucurés. Il avait l'air d'un homme accompli, ce qui le rendait attrayant pour des femmes comme Candace, qui accordaient de l'importance aux apparences. J'apprécie, Derek. Tyler ira bien, mais c'était stressant. J'imagine. La violence aveugle est terrifiante. Dororik scrute la pièce du regard. Il s'attarde sur les photos de famille et les appareils électroniques coûteux. Un prédateur cataloguant ses biens. Candace a mentionné que tu prévoyais une partie de chasse ce week-end. C'est probablement le moment idéal pour évacuer le stress. Oui, mon voyage annuel en solo dans le Colorado. 3 jours de paix et de tranquillité. Blake observa attentivement les micro-expressions de Dororik. Les pupilles de l'homme se dilatèrent légèrement et sa respiration s'accéléra. Signe classique d'excitation. Parfait. Je suis moi-même chasseur, même si je préfère les situations plus sociales. Dororik sourit. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait organiser une sortie en groupe. Blake doutait que Dororik soit encore en vie pour une prochaine fois, mais il hocha la tête aimablement. J'aimerais bien. Où chasses-tu habituellement? Dororik se lança dans des récits détaillés d'expéditions de chasse. Et Blake réalisa que cet homme était vraiment expert en armes, en terrain et en accidents de chasse. Il ne planifiait pas seulement un meurtre. Il planifiait l'accident de chasse parfait, avec des détails réalistes qui satisferaient les enquêteurs. Après Dororik à gauche, Blake activa son système de communication sécurisé et contacta Tank Rodriguez pour lui donner des nouvelles. J'ai besoin d'un déploiement accéléré, dit Blake. Ils avancent plus vite que prévu. Bien reçu. Mon équipe est déjà en position près de Denver. Nous pouvons être sur place dans 12 heures si nécessaire. Négatif. Je veux qu'ils déclenchent leur piège en premier. Qu'ils croient avoir réussi avant de révéler la vérité. Le deuxième appel de Blake fut adressé à Rebecca Santos, qui surveillait les communications numériques de Dororik 24 heures sur 24. Blake, tu dois entendre ça, dit-elle immédiatement. Dororik a passé 3 appels hier soir après t'avoir rendu visite. Le premier, a un contact dans le Colorado. Il prévoit de saboter le système de propane de ton chalet de chasse. Faire passer ça pour une explosion due à une fuite de gaz. Qui est le contact? Un certain Vincent Torres, ancien expert en démolition de l'armée, renvoyé pour déshonneur. Il travaille en freelance pour l'entreprise de Derek depuis 2 ans. Il a déjà tué 4 personnes dans des accidents apparents. Blake ressentit le calme familier qui régnait avant les opérations de combat. Quoi d'autre? Le deuxième appel fut adressé à ta femme. Il prévoit d'établir son alibi et de la faire assister à une réunion du club de lecture du quartier vendredi soir, puis à un brunch caritatif samedi matin. Elle sera très visible avec de nombreux témoins lors de votre accident. Et le troisième appel, celui-là, est intéressant. Dororik a appelé une certaine Amanda Cross à Phoenix. Apparemment, c'est sa prochaine cible après Candace, une autre veuve fortunée qu'il a préparée en ligne. Il lui a parlé de son opération réussie en cours et de la façon dont elle serait la prochaine à bénéficier de ses services. Blake a mémorisé les informations d'Amanda Cross. Si Dororik avait des antécédents de futures victimes, Blake veillerait à ce qu'elle soit prévenue une fois sa mission terminée. Cet après-midi-là, Blake rendit visite à Tyler à l'hôpital. L'état de son frère s'était légèrement amélioré. Le gonflement avait suffisamment diminué pour qu'un œil puisse s'ouvrir partiellement. « Comment vas-tu » demanda Tyler, la mâchoire crispée. « Mieux que » répondit Blake d'un ton sombre. « Il faut que tu saches quelque chose, Tyler. Après ce week-end, Candace et Derek ne seront plus un problème. » Tyler observa le visage de son frère avec une inquiétude croissante.
Blake, quels que soient tes plans. Ils ont commis 2 erreurs fatales, interrompit Blake. Premièrement, ils ont sous-estimé leur cible. Deuxièmement, ils ont blessé ma famille. J'ai tué des ennemis pour moins que ça. Ne gâche pas ta vie pour te venger. Blake se pencha vers son frère. Ce n'est pas de la vengeance, Tyler. C'est de la justice. Et quand j'aurai fini, il n'y aura plus aucune preuve me reliant à ce qui leur arrive. Jeudi soir, Blake était assis dans son bureau pendant que Candace préparait le dîner. Tous deux conservaient l'illusion d'une vie domestique normale. Ses caméras cachées avaient enregistré 3 conversations téléphoniques entre Candace et Derek au cours de la journée, toutes plus accablantes les unes que les autres. Lors du premier appel, Candace avait exprimé des doutes de dernière minute. Et si quelque chose tournait mal? Et s'il remontait jusqu'à nous? La réponse de Derek avait été froidement rassurante. Vincent a fait ça des dizaines de fois. Votre mari sera vaporisé avec la moitié de la cabane. Ils trouveront au mieux des fragments. Le deuxième appel a révélé leur plan post-meurtre. Nous attendrons 6 mois avant de rendre notre affaire publique. Relation. Une veuve en deuil retrouve l'amour. C'est une belle histoire. L'argent de l'assurance sera débloqué d'ici là. Le troisième appel avait été le plus révélateur. Derek s'était impatienté face à la nervosité de Candace et en avait révélé plus qu'il ne l'avait prévu. Écoutez-moi bien. Je l'ai déjà fait 8 fois et je ne me suis jamais fait prendre. Votre mari n'est qu'une cible parmi d'autres. Arrêtez de le considérer comme votre mari et considérez-le comme notre salaire. Blake avait sauvegardé tous les enregistrements sur plusieurs serveurs sécurisés, s'assurant que même s'il lui arrivait quelque chose, les preuves survivraient. Mais il n'avait aucune intention de mourir dans le Colorado. Derek Torres et Vincent Torres découvriraient que traquer le fantôme exigeait des compétences qu'ils ne possédaient pas. Vendredi matin arriva, la neige d'octobre recouvrait les vitres. Blake chargea son camion de matériel de chasse, de camping et d'armes, mais aussi de matériel de surveillance militaire, de contre-mesures explosives et de dispositifs de communication qui lui permettraient de se coordonner avec l'équipe de tanks en temps réel. Candace l'embrassa sur le pas de la porte. Sa performance était impeccable. Soyez prudent. Revenez à moi. Je le ferai, promit Blake, d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Alors qu'il roulait vers le Colorado, son téléphone sécurisé vibra, annonçant une dernière nouvelle de Rebecca Santos. Vincent Torres est arrivé hier à votre chalet. Derek prend l'avion pour Denver ce matin afin d'être suffisamment prêt pour confirmer personnellement la mort. Ils veulent être certains que vous êtes mort avant de célébrer. Blake sourit sombrement en s'engageant sur la route de montagne. Derek voulait être suffisamment prêt pour confirmer la mort. Parfait. Blake s'assurerait que Derek soit aux premières loges pour le vrai spectacle. Le chasseur allait devenir la proie, et Blake Morrison excellait dans son travail. Chapitre 5. Dans l'antre du loup. Le chalet de Blake se trouvait dans une vallée reculée à 48 km d'Aspen, accessible uniquement par une route de montagne sinueuse qu'il avait délibérément choisie pour son isolement. Il avait acheté la propriété 5 ans auparavant pour se retirer du monde civilisé, sans jamais imaginer qu'elle deviendrait le théâtre de son opération la plus meurtrière. Alors que son camion gravissait les derniers lacets, Blake activa sa contre-surveillance. Équipement. Les relevés confirmèrent les avertissements de Rebecca Santos. Vincent Torres avait été occupé. Les signatures thermiques indiquaient des engins explosifs improvisés fixés au système de propane de la cabane, des détecteurs de mouvement positionnés le long des voies d'accès et au moins 3 mécanismes de déclenchement distincts qui transformeraient son paisible refuge en crématorium. Blake gara son camion à 400 mètres de la cabane et commença son approche à pied, avançant avec la furtivité qui avait fait de lui une légende du combat urbain en Irak. La neige d'octobre offrait une excellente couverture, étouffant ses pas tout en révélant les traces de son assassin potentiel. Vincent Torres avait commis sa première erreur en sous-estimant sa cible. L'homme s'était positionné dans un affût de chasse à 180 mètres de la cabane, espérant observer la mort de Blake à bonne distance. Il avait installé un équipement professionnel, lunettes de vision nocturne, équipement de communication longue portée et fusil de précision en cas de défaillance des explosifs. Ce que Vincent ignorait, c'est que Blake le traquait depuis une heure grâce à un équipement d'imagerie thermique que l'armée ne possédait pas déclassifié pour l'instant. Tank Rodriguez avait fourni un équipement de surveillance de pointe qui donnait à l'installation de Vincent un aspect primitif en comparaison. Blake tourna autour de la position de Vincent,
s'approchant de l'angle mort que crée tout tireur d'élite en visant une cible. À 16h30, alors que le crépuscule commençait à tomber sur les montagnes, Blake passa à l'action. Vincent Torres ne l'entendit pas arriver. Un instant, il scrutait à travers sa lunette, attendant que Blake entre dans la cabine et déclenche les explosifs. L'instant d'après, une main gantée se referma sur sa bouche tandis que le canon d'un pistolet à silencieux appuyait contre sa base crânienne. Vincent Torres, murmura Blake, sa voix imprégnée du calme mortel qui avait terrifié les insurgés de Fallujah à Kandahar. Ancien démolisseur de l'armée, renvoyé pour vol et insubordination. Actuellement employé par Derek Walsh dans le meurtre pour des raisons plus importantes. Vincent tenta de se débattre, mais la poigne de Blake était indestructible. 12 années d'entraînement au combat au corps à corps, amplifiées par la rage suscitée par le passage à tabac de son frère, forcèrent sa résistance. Féodal. Voilà ce qui va se passer, continua Blake. Tu vas appeler Derek Walsh et confirmer que je suis entré dans la cabane. Dis-lui que les explosifs ont parfaitement détonné et que je suis mort. Ensuite, tu vas répondre à quelques questions sur ton opération. Blake, relâche légèrement la pression sur la bouche de Vincent. Si tu essaies d'avertir Derek ou d'appeler à l'aide, je te tire une balle dans la colonne vertébrale et te laisse paralysé dans ces montagnes. Les ours te trouveront avant les secours. Tu comprends? Vincent hocha la tête avec frénésie. Blake lui tendit un téléphone sécurisé sur lequel le numéro de Dererick était déjà composé. Souviens-toi, murmura Blake. Je peux te tuer de 10 façons différentes sans faire un bruit. Ne me teste pas, appela Vincent, l'arme de Blake pressée contre sa tempe. Sa voix tremblait légèrement, mais il délivra le message. Colis livré. Cible éliminée. L'explosion était parfaite. Plus rien à identifier. La voix de Dererick grésillait dans le haut-parleur, excitée et triomphante. Excellent travail, Vincent. Des témoins? Négatif. Complètement isolé. Je nettoie le site et je m'exfiltrerai comme prévu. Parfait. Envoyez-moi les photos pour confirmation, puis filez. Je vous virerai votre paiement ce soir. Blake raccrocha et sourit froidement. Derek pensait célébrer son succès, mais il venait en fait de signer son propre arrêt de mort. Maintenant, dit Blake en forçant Vincent à s'agenouiller. Parlons de vos antécédents professionnels avec Derek Walsh. S'ensuivit un interrogatoire de 30 minutes qui révéla toute l'étendue des opérations de Derek. Vincent avait participé à 12 meurtres au cours des 3 dernières années, chacun maquillé en accident. Derek recrutait des vétérans au casier judiciaire, leur offrant des sommes substantielles pour des missions que les tueurs à gages traditionnels ne toucheraient pas. Il a tout un réseau, halta Vincent. Du sang coulait de son nez là où Blake l'avait encouragé à coopérer. Anciens militaires, anciens policiers, des types qui impossible de trouver du travail sérieux. Il nous appelle son équipe de nettoyage. Combien d'opérateurs actifs? 6 réguliers, peut-être une douzaine de freelance, selon le travail. Dererick a des contrats en vue pour les 2 prochaines années. Veuve riche, litiges successoraux, fraude à l'assurance, des types qui gagnent des millions. Blake a tout enregistré sur son appareil sécurisé, constituant un dossier complet qui garantirait que tout le réseau de Dererick soit exposé. Mais d'abord, il avait des affaires personnelles à régler. Tu as battu mon frère, dit Blake doucement. Tu l'as envoyé à l'hôpital avec une mâchoire cassée. Les yeux de Vincent s'écarquillèrent de terreur en réalisant à qui il avait affaire. C'était des ordres, mec, dit Dererick. Nettoyez les derniers détails. Je ne faisais que suivre. Le poing de Blake heurta le plexus solaire de Vincent, le faisant tomber à terre, à bout de souffle. Mon frère est instituteur. Il n'a jamais fait de mal à personne de sa vie. Blake attacha Vincent avec un lien autobloquant, puis l'attacha à un arbre à 20 mètres de son affût de chasse. L'homme survivrait à la nuit s'il faisait froid. Il ne l'avait pas attrapé, mais il n'appellerait pas à l'aide de sitôt. Restez silencieux et vous pourriez survivre jusqu'à ce que les autorités vous trouvent, dit Blake. Faites du bruit et les ours vous trouveront en premier. Blake retourna à la position de Vincent et commença à préparer la phase suivante de son opération. Utilisant le matériel de Vincent, il mit en scène une série de photos montrant une explosion massive à l'emplacement de sa cabane. Les images étaient suffisamment convaincantes pour satisfaire le besoin de confirmation de Derrick, tout en laissant Blake officiellement mort. Alors que la nuit tombait sur les montagnes du Colorado, Blake activa son système de communication par satellite et contacta Tank Rodriguez.
Phase 1 terminée, rapporta Blake. La cible pense que la cible principale est éliminée. Prêt pour le déploiement de la phase 2. Bien reçu, répondit Tank. Mon équipe est en position à l'extérieur de Denver. Derek Walsh vient de s'installer au Ritz-Carlton du centre-ville, prévoyant probablement de fêter ça. Vous voulez qu'on s'en occupe maintenant? Négatif. Laissez-le savourer sa victoire une nuit de plus. Demain, on tend le vrai piège. Blake s'installa dans l'affût de chasse abandonné de Vincent. Sa lunette pointait sur les lumières lointaines de Denver. Quelque part dans cette ville, Derek Walsh était probablement il trinquait à son meurtre réussi tout en planifiant sa prochaine action avec Candace. Ils pensaient avoir éliminé la seule menace qui pesait sur leur plan. Demain, ils apprendraient la différence entre tuer un homme et traquer le fantôme. Chapitre 6. Les sources du piège. Derek Walsh s'est réveillé samedi matin dans sa suite d'hôtel à Denver, se sentant comme un roi. La fête de la veille avait été parfaite, du champagne onéreux, une vue sur les Rocheuses et la satisfaction d'une nouvelle opération réussie. D'après ses calculs, l'héritage de Candace serait traité dans les 6 mois, leur donnant accès à plus de 3 millions de dollars entre l'assurance vie de Blake et leurs biens communs. Son téléphone sécurisé vibra, un SMS de Candace lui avait été envoyé. Les médias rapportaient une explosion dans les montagnes. Pas de nouvelles de Blake. Dois-je appeler la police? Dororick sourit en tapant sa réponse. Attendez dimanche soir. Ne soyez pas trop impatient. Rappelez-vous, vous êtes une épouse inquiète qui attend le retour de son mari. Le téléphone de Dororick sonna immédiatement. Vincent Torres appelait pour donner des nouvelles. Changement de plan. La voix de Vincent était tendue, presque paniquée. Nous, il y a eu une complication. La confiance de Dororick a légèrement vacillé. Quel genre de complication? Vous avez confirmé que la cible avait été éliminée. Je ne peux pas en discuter par téléphone. Rendez-vous à l'entrepôt à midi. Venez seul. La ligne a été coupée, laissant Derek fixer son téléphone avec un malaise croissant. Vincent n'avait jamais eu cette voix auparavant, désespéré, presque effrayé. Mais Dororick a refoulé ses inquiétudes. L'opération avait été impeccable. Les inquiétudes de Vincent pouvaient être gérées. Derek s'est rendu dans le quartier des entrepôts, à l'extérieur de Denver, où il disposait d'un entrepôt pour ses opérations. Le bâtiment était parfait pour les réunions sensibles, isolé, insonorisé et enregistré sous l'une de ses fausses identités. Il est arrivé à 11h45 et a trouvé le camion de Vincent déjà sur le parking. Mais quelque chose a immédiatement semblé anormal. Le quai de chargement de l'entrepôt était ouvert, ce que Vincent n'aurait jamais fait sans instructions explicites. Derek a sorti son pistolet dissimulé et s'est approché prudemment. À l'intérieur de l'entrepôt, il a trouvé Vincent Torres attaché à une chaise en métal avec des attaches en plastique, le visage couvert de bleu et ensanglanté. Mais Vincent était conscient et fixait Derek avec une expression de terreur absolue. « Bonjour, Derek. » La voix provenait de derrière lui, calme et maîtrisée. Dororick se retourna et trouva Blake Morrison debout dans l'ombre près de l'entrée de l'entrepôt. Bien vivant, il pointait un fusil d'assaut militaire directement sur la poitrine de Dororick. « Impossible, » murmura Dororick, l'esprit bouleversé. Vincent confirma le meurtre. « J'ai vu les photos de l'explosion. » Blake s'avança dans la lumière et Dororick vit quelque chose dans ses yeux qui lui glaça le sang. Ce n'était pas le consultant en sécurité de banlieue que Dororick avait prévu d'assassiner. C'était un prédateur, un tueur qui se déplaçait avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait mis fin à des vies professionnellement. Vincent a été très utile, dit Blake sur le ton de la conversation. Il m'a tout raconté sur votre opération. 12 meurtres en 3 ans, chacun déguisé en accident. Votre réseau d'anciens militaires contractuels, vos plans pour Candace et moi. Dororick leva son pistolet, mais Blake fut plus rapide. Un seul coup de fusil de Blake envoya Dororick en prison. Des armes à feu tournoyaient sur le sol de l'entrepôt, accompagnées de 2 doigts de Dororick. Dororick s'effondra en hurlant, serrant sa main mutilée contre sa poitrine. Du sang coulait entre ses doigts tandis qu'il fixait Blake, sous le choc et l'agonie. C'est pour la mâchoire cassée de mon frère, dit Blake froidement. Tyler est instituteur, Derek. Il n'a jamais fait de mal à personne de sa vie, mais vos bêtes l'ont battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance parce qu'il a été témoin de votre complot. Blake attacha la main indemne de Dororick à la chaise à côté de celle de Vincent,
créant un tableau grotesque des deux conspirateurs ligotés dans l'entrepôt que Derrick avait pris pour son sanctuaire. Laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer, poursuivit Blake en activant une caméra vidéo montée sur un trépied. D'abord, vous allez tous les deux avouer tous les meurtres que vous avez commis. Nom, date, méthode, tout. J'ai déjà assez de preuves pour détruire tout votre réseau, mais je veux une documentation complète. Vous ne pouvez pas faire ça. Derrick haleta malgré la douleur. Je suis avocat. J'ai des droits. Blake rit, d'un rire dénué d'humour. Des droits? Comme les droits des femmes que vous avez assassinées? Comme le droit de mon frère à ne pas être battu à mort. Blake montra à Derek les nombreux dossiers qu'il avait constitués, les relevés financiers, les profils des victimes, les conversations téléphoniques enregistrées entre Derek et Candace, et les aveux détaillés de Vincent depuis les montagnes. Toute votre opération est déjà documentée, expliqua Blake. Chaque victime, chaque conspirateur, chaque compte offshore, mais je veux l'entendre de votre bouche avant de décider de la suite. L'instinct d'avocat de Derrick se réveilla malgré sa douleur. Que voulez-vous? De l'argent? Je peux transférer des millions sur vos comptes. On peut conclure un marché. Un marché? La voix de Blake se réduisit à un murmure mortel. Vous projetez de m'assassiner et de voler ma femme. Vous avez tué au moins 12 femmes innocentes. Vous avez fait battre mon frère presque à mort. Quel genre d'accord pensiez-vous qu'on pourrait conclure? Blake prit une chaise et s'assit face à ses prisonniers, le fusil d'assaut posé nonchalamment sur ses genoux. Voici le seul marché possible. Vous avouez tout devant la caméra et je veillerai à ce que vos morts soient rapides et propres. Essayez de mentir ou de négocier, et je prendrai mon temps. Vincent craqua le premier, dévoilant les détails de chaque mission qu'il avait effectuée pour Derek. C'était un lâche qui avait été contraint de travailler pour Derek par la violence et les menaces. Blake n'éprouvait aucune sympathie pour lui, mais la coopération de Vincent fut utile pour constituer le dossier complet. Derrick résista plus longtemps, essayant de conserver une certaine dignité, même si ses doigts sectionnés continuaient de saigner sur le sol de l'entrepôt. Mais lorsque Blake commença à décrire en détail comment il avait tué des combattants ennemis pendant son service militaire, Derrick perdit tout son sang. D'accord. D'accord. Je vais tout vous dire. Faites vite quand vous aurez fini. S'ensuivirent 3 heures d'aveux parmi les plus complets de l'histoire criminelle. Derek a détaillé non seulement ses propres meurtres, mais aussi tout un réseau de tueurs à gages opérant dans l'ouest des États-Unis. Il a cité des noms, révélé des comptes bancaires et fourni des preuves qui enverraient des dizaines de personnes en prison à vie. À 16 heures, Blake avait tout ce qu'il lui fallait, 2 aveux complets, des relevés financiers et suffisamment de preuves pour démanteler toute l'organisation de Derrick. Il ne reste plus qu'une chose, dit Blake en se levant et en épaulant son fusil. Je veux que tu appelles Candace. Derek le fixa, perplexe. Appelle-la. Pourquoi? Parce qu'elle attend toujours ton retour à la maison pour fêter notre meurtre. Je pense qu'elle mérite de savoir comment cette histoire se termine vraiment. Blake a forcé Derrick à composer le numéro de Candace sur haut-parleur. Lorsqu'elle a répondu, sa voix était pleine d'impatience. Derek, comment ça s'est passé? Sommes-nous en sécurité? Derrick regarda l'expression froide de Blake et le fusil pointé sur sa tête. Candace, dit-il d'une voix rauque. Il y a eu un problème. Blake. Blake n'est pas mort. Le silence à l'autre bout du fil dura près de 30 secondes avant que Candace murmure, « Comment ça, il n'est pas mort ?» Je veux dire, dit Blake en décrochant le téléphone, que votre mari est bel et bien vivant et qu'il a hâte de rentrer à la maison pour discuter avec sa femme bien-aimée. Blake raccrocha et sourit devant l'expression terrifiée de Derrick. Ne vous inquiétez pas pour Candace. J'ai des projets spéciaux pour elle. Chapitre 7. Retour à la maison. Blake Morrison traversait les rues tranquilles du quartier de Westbrook à 20 h, samedi soir. Les phares de son camion perçaient l'obscurité d'octobre. Aux yeux de tout observateur, il ressemblait à un homme revenant d'une partie de chasse fructueuse, légèrement fatigué, satisfait, prêt à retrouver sa femme après 3 jours passés dans les montagnes. Mais dans la benne du camion, sous une bâche et du matériel de chasse, se trouvaient des sacs de preuves contenant les effets personnels de Derek Walsh, les enregistrements des aveux de Vincent Torres et une documentation détaillée sur un meurtre pour Iger Network, qui avait opéré dans plusieurs États. Derek et Vincent eux-mêmes ne seraient jamais retrouvés. Le puits de mine abandonné dans les montagnes du Colorado, où Blake avait déposé leur corps,
mesurait plus de 120 mètres de profondeur et était scellé depuis des décennies. Les lumières étaient allumées chez Blake, et la BMW de Candace était garée dans l'allée, exactement là où elle l'avait laissée. Mais Blake savait qu'elle n'était plus seule depuis son appel depuis l'entrepôt. Ses caméras de surveillance cachées avaient enregistré ses appels frénétiques au contact d'urgence de Dororik, ses tentatives de fuite, pour revenir lorsqu'elle réalisait qu'elle n'avait nulle part où aller, et sa panique grandissante face à la réalité de sa situation. Blake se gara dans son garage et entra par la cuisine, se déplaçant avec la nonchalance d'un homme rentrant de vacances. Il trouva Candace dans le salon, assise rigidement sur leur canapé en cuir, les mains jointes sur les genoux. Elle était habillée avec soin, chemisier classique, maquillage minimaliste, l'image d'une épouse inquiète attendant des nouvelles de son mari disparu. « Blake », dit-elle d'une voix soigneusement contrôlée. « Dieu merci, tu es sain et sauf. J'étais si inquiète que tu n'es pas appelé. » Blake posa son sac de sport et observa la performance de sa femme. Même maintenant, sachant qu'elle avait planifié son meurtre, elle essayait encore de maintenir la mascarade. Son audace était presque impressionnante. « Mon téléphone est tombé en panne sur la montagne », dit Blake sur le ton de la conversation. « Désolé de t'avoir inquiété. S'est-il passé quelque chose d'intéressant pendant mon absence ?» Le sang-froid de Candice vacilla légèrement. « Rien de spécial. Je suis allé au club de lecture vendredi soir, puis au brunch de charité ce matin. Je me suis juste occupé. » Blake hocha la tête et se dirigea vers le chariot du bar, se versant un whisky. « C'est drôle. J'ai essayé d'appeler Derek pour lui demander de prendre de tes nouvelles, mais il est tombé directement sur la messagerie. Tu n'as pas eu de ses nouvelles, n'est-ce pas ?» Le visage de Candace se vida. « Derek ? Non. Pourquoi aurais-je des nouvelles de Derek ?» Blake but une longue gorgée de whisky, observant les micro-expressions de Candace avec l'œil analytique d'un interrogateur expérimenté. La peur, le désespoir et la réflexion se lisaient sur son visage tandis qu'elle essayait de comprendre les implications du silence de Dororik. « Candice, » dit Blake doucement. « Je veux que tu saches que je t'aime. Je t'ai aimé. Malgré tout ce que tu as fait, une partie de moi se souvient encore de la femme que j'ai épousée. » Le masque soigneusement construit de Candace commença à se fissurer. « Blake, je ne comprends pas de quoi tu parles. » 3 ans de mariage, continua Blake en s'installant dans le fauteuil en face d'elle. 3 ans à partager un lit, à planifier un avenir, à parler d'enfants. Était-ce réel, ou bien prévoyais-tu tout ça depuis le début? Préparer quoi? Blake, tu me fais peur. Blake sortit son téléphone et passa l'enregistrement que Tyler avait fait dans cette même pièce 3 nuits auparavant. La voix de Candace emplit le salon. Je ne sais pas si je peux le regarder mourir. Derek, et si quelque chose tournait mal? Le visage de Candace devint complètement blanc tandis que la réponse enregistrée de Dororik suivait. Ça aura l'air propre. Mes contacts savent ce qu'ils font. Dimanche soir, tu seras une veuve endeuillée avec un avenir très confortable. Tyler a tout entendu. Blake dit à la fin de l'enregistrement, ton plan pour me tuer, ton calendrier, tes arrangements financiers avec Derek. Il essaya de l'enregistrer comme preuve, et les bêtes de Dororik le frappèrent à mort. Candace fixa le téléphone dans la main de Blake, sa bouche s'ouvrant et se fermant. Silencieusement. La femme sophistiquée et belle qui avait réussi à s'imposer dans la vie de Blake avait été réduite à l'état d'animal acculé. « Blake, s'il te plaît » murmura-t-elle finalement. « Je peux tout expliquer. Dororik m'a manipulé. Il a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait prendre soin de moi. Je ne voulais pas que tu sois blessé. » Blake passa un autre enregistrement. La conversation téléphonique de Candace avec Derek, il y a seulement 6 heures. Derek, comment ça s'est passé? Sommes-nous en sécurité? On ne dirait pas une victime manipulée, observa Blake. On dirait plutôt un conspirateur célébrant un meurtre réussi. Candace se précipita soudain vers la porte d'entrée, mais Blake avait anticipé le mouvement. Il lui attrapa le poignet avec aisance, sa poigne indestructible après des années d'entraînement militaire. Assieds-toi, Candace. On va terminer cette conversation. Blake la ramena vers le canapé, remarquant son tressaillement à son contact. Pendant 3 ans, elle avait caché son dégoût derrière le masque d'une épouse aimante. Mais maintenant, ses véritables sentiments étaient impossibles à dissimuler. Depuis combien de temps prépares-tu ça? Demanda Blake. Quand Candace ne répondit pas,
Blake lui montra des copies imprimées de ses relevés téléphoniques datant de 8 mois. Rebecca Santos est très douée. Votre premier contact avec Derek a eu lieu le 15 mars via une application de rencontre appelée Discreet Connection. C'est vous qui avez engagé la conversation. Blake étala les preuves sur leur table basse comme un procureur qui prépare un dossier. Des relevés téléphoniques, des documents financiers, la vidéo des aveux de Derek et des photos de l'entrepôt. Derek m'a tout raconté avant de mourir, dit Blake d'un ton neutre. Chaque détail de votre plan, chaque conversation que vous avez eue, chaque meurtre qu'il avait commis avant de me prendre pour cible. Saviez-vous que vous n'étiez pas sa première cible mariée? Il avait tué 2 autres femmes avec exactement la même méthode. Le sanglot de Candace finit par voler en éclats. Elle se mit à sangloter, mais Blake ne ressentit aucune compassion. Ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes d'apitoiement sur soi, venant de quelqu'un qui s'était fait prendre. Je n'ai jamais voulu que Tyler soit blessé. Elle haleta entre 2 sanglots. J'ai dit à Derek qu'on devrait partir, s'enfuir ensemble. Mais il a dit que tu ne cesserais jamais de nous traquer si on disparaissait. Il avait raison, dit Blake froidement. Mais tu as commis une erreur de jugement fatale, Candace. Tu as supposé que j'étais juste un autre mari de banlieue facile à éliminer. Blake se pencha en avant, sa voix descendant jusqu'à ce qu'elle retrouve ce ton bas et mortel qui avait terrifié ses ennemis, de l'Irak à l'Afghanistan. Derek t'a-t-il parlé de mon service militaire? A-t-il fait des recherches sur mon nom en Irak? Candace secoua la tête avec frénésie. Le fantôme, poursuivit Blake, parce que mes ennemis ne m'ont vu venir que trop tard. Derek pensait traquer un civil, mais en réalité, il traquait un homme qui avait tué plus de gens qu'il ne pouvait en compter au service de son pays. Blake se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la paisible rue de banlieue où il pensait pouvoir mener une vie normale. Je vais te donner le choix, Candace. Le même choix que j'avais donné à Derek et Vincent. Il se retourna vers sa femme, l'air totalement impassible. Tu pourras tout avouer au FBI demain matin. Tout le réseau de Derek, ton rôle dans la planification de mon meurtre, chaque détail de ta conspiration. Tu passeras le reste de ta vie en prison, mais tu seras en vie. Quelle est l'alternative? Chuchota Candace. Blake sourit. Mais il n'y avait rien d'humain dans son expression. Tu peux essayer de fuir, de disparaître et de commencer une nouvelle vie là où le réseau de Derek ne te trouvera pas. Mais sache que je te traquerai, Candace. Et quand je te trouverai, je te trouverai. La suite ne sera pas aussi rapide que ce qui est arrivé à Derek. Candace le fixa, terrifiée, comprenant enfin que le gentil mari qu'elle avait projeté d'assassiner n'avait jamais vraiment existé. L'homme qui se tenait devant elle était un prédateur qui avait passé 12 ans à perfectionner l'art de tuer, et elle avait commis l'erreur de devenir sa cible. Choisis maintenant, dit Blake doucement. Prison ou fuite? Quoi qu'il en soit, ce mariage est terminé. Chapitre 8. Le réseau s'effondre. L'agent du FBI Sarah Chin avait vu beaucoup d'aveux en 15 ans de carrière, mais rien de comparable à la femme assise en face d'elle dans la salle d'interrogatoire du bâtiment fédéral. Candace Morrison était arrivée ce dimanche matin avec une équipe d'avocats, une pile de preuves à remplir, un entrepôt et une histoire qui allait faire tomber l'un des plus grands réseaux de tueurs à gages de l'histoire des États-Unis. Si je comprends bien, dit l'agent Chin en relisant ses notes. Votre mari a découvert votre projet de le faire assassiner, a retrouvé vos conspirateurs dans le Colorado et vous a convaincu de vous rendre plutôt que d'affronter sa propre justice. Candace hocha la tête, les yeux rougis par les larmes, mais la voix assurée. La terreur que Blake lui avait inspirée avait fait place à une détermination résignée. Blake Morrison n'est pas le genre d'homme qu'on veut traquer. Je préfère passer ma vie en prison fédérale plutôt que de la passer à regarder par-dessus mon épaule. L'agent Chin activa l'enregistreur. Parlez-moi de Derek Walsh et de son organisation. S'ensuivirent 8 heures de confession, les plus complètes de l'histoire du FBI. Candace détailla non seulement sa propre conspiration pour assassiner Blake, mais aussi tout le réseau de tueurs à gages de Derek, leurs noms, leurs comptes bancaires, les profils de leurs victimes et leurs méthodes opérationnelles, couvrant 12 États et impliquant plus de 30 participants actifs. Derek tenait des registres détaillés, expliqua Candace. Il était obsédé par la documentation de ses succès. Il me montra des dossiers sur des dizaines de victimes, des femmes fortunées, des litiges successoraux, des cas de fraude à l'assurance. Il traitait le meurtre comme un business. L'agent Chin recoupa les informations de Candace avec des enquêtes en cours et des affaires non résolues. Les liens étaient stupéfiants.
Des dizaines de morts accidentelles qui prenaient soudain tout leur sens lorsqu'elles étaient considérées comme des meurtres coordonnés. Qu'est-il arrivé à Derek Walsh et Vincent Torres? Demanda l'agent Chin. Candace la regarda droit dans les yeux. Blake répondit qu'il ne poserait plus de problème. Je le crois. Lundi matin, le FBI effectua des raids coordonnés dans cet état. Le réseau de Derek s'était laissé aller après des années de succès, et la plupart des conspirateurs furent arrêtés sans résistance. Des comptes bancaires furent gelés, des preuves saisies, et une opération criminelle qui avait fait plus de 40 morts fut démantelée en une seule journée. Blake Morrison, assis dans son bureau, regardait les reportages sur les raids sur plusieurs écrans. Son téléphone sécurisé vibrait de félicitations d'anciens coéquipiers qui reconnaissaient son travail, même si son nom n'apparaissait dans aucun rapport officiel. Tank Rodriguez appelait de Denver. Coup de balai sur toutes les cibles. Votre dossier de renseignement était impeccable. Des complications? Demanda Blake. Aucune. La moitié de ces types ont avoué avant que nous ayons fini de leur lire leurs droits. Le témoignage de votre femme était la clé qui a tout ouvert. La maison de Blake semblait différente maintenant. Plus vide, plus propre, comme une plaie qui avait enfin cessé de saigner. Les affaires de Candace avaient disparu, avaient été données à des œuvres caritatives ou détruites. Il avait fait remplacer les moquettes, repeindre les murs, et récurer toutes les surfaces susceptibles de conserver les souvenirs de leur mariage empoisonné. Tyler arriva mardi après-midi, la mâchoire encore crispée, mais son moral s'était amélioré. La couverture médiatique avait justifié son sacrifice, et savoir que le réseau de Dererick ne pourrait jamais nuire à personne avait donné un sens à sa souffrance. Tu l'as fait, dit Tyler en s'installant prudemment dans le fauteuil en cuir de Blake. Ils vont tous tomber. Candace sera probablement condamnée à 25 ans de prison à perpétuité, répondit Blake. Les autres ne reverront plus jamais la lumière du jour. Tyler observa le visage de son frère aîné, notant l'absence de satisfaction ou de soulagement. Qu'en penses-tu? Blake réfléchit sérieusement à la question. Vide? Je pensais ressentir quelque chose une fois ce serait fini. Justice, tourner la page, quelque chose. Mais je me sens juste vide. C'est normal après les opérations de combat, observa Tyler. Tu as fonctionné à l'adrénaline et à la colère pendant une semaine. Maintenant que la mission est terminée, tu digères ce que tu as perdu. Blake hocha la tête. Tyler avait toujours été le frère émotionnellement intelligent, capable de voir des choses que l'entraînement militaire de Blake lui avait appris à refouler. J'ai tué la femme que j'aimais, dit Blake doucement. Pas physiquement, mais j'ai tué celle que je croyais être. La Candace que j'ai épousée n'a jamais existé. J'étais amoureux d'un mensonge. Mercredi, une visiteuse inattendue est arrivée. Amanda Cross est arrivée de Phoenix, la femme que Dererick avait prévu de prendre pour cible après avoir assassiné Blake. Elle avait la quarantaine, était veuve depuis peu et possédait le genre de fortune fragile que Dererick s'était spécialisé à exploiter. Je voulais vous remercier personnellement, a-t-elle dit, assise dans le salon de Blake où Candace avait reçu son ultimatum. Dererick me courtisait depuis des mois. J'envisageais même de déménager pour me rapprocher de lui. Blake a scruté le visage d'Amanda, y voyant l'intelligence et la force qui avaient probablement manqué à Derek. Tu l'aurais deviné un jour. Peut-être, mais il était peut-être déjà trop tard. Amanda a tendu une carte de visite à Blake. Je dirige une fondation qui aide les victimes de violences conjugales et de fraude. Nous aimerions financer un programme visant à identifier et à arrêter les prédateurs comme Derek avant qu'ils ne puissent nuire à quelqu'un d'autre. Blake accepta la carte, sentant quelque chose remuer le vide qui le consumait depuis l'arrestation de Candace. Quel genre de programme? Collecte de renseignements, enquête de fonds, système d'alerte précoce pour les femmes fortunées potentiellement ciblées. Nous avons besoin de quelqu'un avec vos compétences pour concevoir l'opération. Pour la première fois depuis une semaine, Blake ressentit une étincelle d'intérêt sincère. Envoyez-moi une proposition. Je l'examinerai. Jeudi soir, Blake reçut un dernier élément de clôture. Rebecca Santos appela avec des informations sur les comptes offshore et les actifs cachés de Dererick. Le montant total recouvré s'élève à 37 millions de dollars. Elle déclara avoir payé le prix du sang pour 4 décennies de meurtres et de fraude. Les familles des victimes seront indemnisées, mais il reste un reliquat substantiel. Que adviendra-t-il du surplus? C'est aux tribunaux de décider, mais compte tenu de votre rôle dans la dénonciation du réseau, vous auriez légitimement droit à une part importante.
Blake réfléchit à l'ironie du sort. Le plan de Dorerick pour voler sa fortune par le meurtre avait au contraire abouti à ce que Blake hérite de la fortune de Dorerick par la justice. Créer un trust, décida Blake. Utilisez-le pour financer la fondation d'Amanda Cross et l'indemnisation des victimes. Je ne veux pas de l'argent de Dorerick pour moi. Vendredi marquait une semaine depuis le passage à tabac de Tyler, une semaine depuis que le monde de Blake s'était effondré et avait été reconstruit. Assis dans son bureau, il examinait une dernière fois les dossiers avant de les remettre aux procureurs fédéraux. Les preuves étaient accablantes. Le réseau de Dorerick serait complètement démantelé. Des dizaines d'affaires non résolues seraient résolues et les futures victimes seraient protégées. Justice avait été rendue intégralement. Mais Blake n'éprouvait aucune satisfaction à la victoire. Il avait passé 12 ans à servir son pays, à combattre des ennemis qui menaçaient la vie et les valeurs américaines. Il menait maintenant une guerre plus personnelle contre des ennemis qui menaçaient sa famille et sa vie. Les missions étaient accomplies, mais Blake Morrison cherchait encore à se définir lorsqu'il n'était pas en guerre. Chapitre 9. Nouveau champ de bataille. 6 mois après les raids du FBI, Blake Morrison se tenait dans la salle de conférence du nouveau siège de la Fondation Cross à Denver, examinant des rapports de renseignement qui auraient fait la fierté de ses anciens contacts de la CIA. L'organisation imaginée par Amanda Cross s'était transformée en quelque chose de bien plus sophistiqué, un réseau de renseignement privé qui identifiait et neutralisait les prédateurs avant qu'ils ne fassent des victimes. Le profil de la cible confirme un comportement récurrent. Rebecca Santos rapportait depuis le mur d'écran, affichant leurs opérations actuelles. Richard Kellerman, 45 ans, avait récemment déménagé à Scottsdale après la noyade accidentelle de sa seconde épouse dans le lac Tahoe. Il ciblait actuellement 3 riches veuves simultanément. Blake étudiait les photos de surveillance et les documents financiers éparpillés sur la table. Kellerman était Derek Walsh 2.0, charmant, sophistiqué et méthodique dans son approche du meurtre à but lucratif. Mais contrairement à Derek, Kellerman avait commis l'erreur d'opérer dans le nouveau domaine d'expertise de Blake. Les forces de l'ordre local, demanda Blake. Ignorantes et en sous-effectif. Tank Rodriguez répondit depuis son poste devant les écrans tactiques. La police de Scottsdale a les moyens, mais pas l'expérience, pour gérer un dossier aussi sophistiqué. Il leur faudrait 6 mois pour monter un dossier que nous avons bouclé en 3 semaines. Amanda Cross entra dans la salle de conférence, une tasse de café à la main, l'air satisfait de quelqu'un qui avait trouvé le sens de sa vie. 6 mois de collaboration avec Blake lui avaient appris à penser comme un chasseur de prédateurs, et elle s'était révélée étonnamment douée pour comprendre l'esprit criminel. Kellerman prévoyait d'emmener sa cible principale, Patricia Kellwood, pour un week-end en voilier sur l'île Catalina. Amanda rapporta le même MMO qu'il avait utilisé avec sa seconde épouse. Blake hocha la tête, son esprit passant déjà en mode opérationnel. Chronologie. Ce week-end, il a loué un yacht, planifié l'itinéraire, et même trouvé un témoin d'alibi qui témoignera que Patricia était dépressive et potentiellement suicidaire. Blake avait passé 6 mois à bâtir cette organisation grâce à l'argent du sang de Dorerick et à ses propres relations militaires. La Fondation Cross fournissait officiellement des services de conseil en sécurité et de défense des victimes, mais son véritable travail consistait à traquer les prédateurs avec la même précision que Blake avait autrefois utilisée contre les combattants ennemis. Tank, quel est notre plan tactique? Tank Rodriguez sourit, l'air d'un homme qui appréciait son travail. Une équipe de surveillance complète était déjà en poste à Scottsdale. Interception électronique de toutes les communications de Kellerman. Nous avons des contacts des gardes-côtes qui peuvent intervenir en cas d'urgence maritime dans les 30 minutes suivant notre appel. Le téléphone sécurisé de Blake vibra, un SMS de Tyler, qui avait repris l'enseignement mais servait de consultant psychologique à la fondation, avait consulté le profil de Kellerman. Psychopathe narcissique classique avec un complexe messianique. Il ne pourra s'empêcher de démontrer sa supériorité face à la confrontation. Les 6 derniers mois avaient été thérapeutiques pour les 2 frères. Les blessures physiques de Tyler étaient complètement guéries, mais le traumatisme émotionnel lié à la découverte de la capacité de l'humanité à faire le mal avait nécessité une aide professionnelle. Travailler avec la Fondation lui avait donné un sens à la lutte contre les ténèbres dont il avait été témoin. Pour Blake, la Fondation avait offert quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé trouver après avoir quitté l'armée. Une mission importante. Il était toujours un chasseur, toujours un prédateur, mais maintenant il traquait des monstres plutôt que des ennemis étrangers. Rebecca, quelles sont nos preuves? Demanda Blake.
Rebecca Santos a exhumé des dossiers financiers et des interceptions de communication qui ont dressé un tableau complet des activités criminelles de Kellerman. Suffisamment solide pour engager des poursuites fédérales, mais vous savez comment ces affaires se déroulent, des accusés riches, des avocats onéreux, des arguments fondés sur le doute raisonnable. Il plaiderait probablement pour homicide involontaire. Blake avait appris en 6 mois de justice privée que le système judiciaire était conçu pour les criminels ordinaires, et non pour des prédateurs sophistiqués comme Derek et Kellerman. Les hommes qui tuaient pour le profit exigeaient des solutions que les tribunaux ne pouvaient pas fournir. Amanda, quel est le profil psychologique de Patricia Kellwood? Amanda a consulté sa tablette, remontant des semaines d'observation discrète et d'enquête sur ses antécédents. Très intelligente, récemment veuve après 40 ans de mariage, elle a une fortune d'environ 15 millions de dollars grâce au brevet technologique de son mari. Elle est seule, vulnérable, mais pas naïve. Elle commence à avoir des doutes sur Kellerman. Des doutes, des détails, des incohérences dans ses récits, ses connaissances en navigation malgré ses prétentions d'expert, son insistance à souscrire des assurances-vie supplémentaires. Son mari était un homme soucieux du détail qui lui avait appris à remarquer les erreurs. Blake ressentait le calme familier qui précède les opérations complexes. Kellerman pensait traquer une cible facile, mais il tombait en réalité dans un piège conçu par quelqu'un qui comprenait les prédateurs de l'intérieur. Voici le plan opérationnel, annonça Blake. L'équipe des chars maintient une surveillance discrète tout au long du week-end. Rebecca surveille toutes les communications électroniques. Amanda, tu vas croiser Patricia par hasard à la marina et devenir sa nouvelle meilleure amie. Et Kellerman, demanda Sink. Blake sourit avec l'expression froide que ses anciens coéquipiers reconnaîtraient. Je vais me joindre à leur sortie en mer en tant qu'invité indésirable. Samedi matin, le temps était parfait pour la navigation sur l'île Catalina. Ciel dégagé, mer calme et suffisamment d'isolement pour que Kellerman puisse simuler un autre accident parfait. Blake observa avec des jumelles puissantes le yacht de Kellerman quitter Marina del Rey avec Patricia à bord. Tous deux jouaient leur rôle dans ce que Kellerman croyait être sa plus grande performance. Blake le suivit dans son propre bateau, un navire militaire de 9 mètres de long, que Tank avait modifié avec un équipement de surveillance et des capacités tactiques qui rendraient les gardes-côtes jaloux. À 32 km du rivage, Blake activa son plan d'approche. Le yacht de Kellerman. Ici le fantôme, qui demande de l'aide. Blake diffusa sur la fréquence d'urgence. Je suis en panne de moteur et j'ai besoin d'aide. À travers sa lunette, Blake observa la réaction de Kellerman. Le visage de l'homme exprimait plus d'irritation que d'inquiétude. Il ne voulait pas de témoins de son projet de meurtre. Mais Patricia insistait pour qu'il vienne en aide au navire en détresse, et Kellerman ne pouvait refuser sans révéler sa véritable nature. Blake manœuvra son bateau le long du yacht de Kellerman et monta à bord avec l'assurance d'un homme à l'aise sur l'eau. Il était habillé comme un plaisancier, décontracté, l'air amical, sans armes apparentes. Richard Kellerman, dit Blake en lui tendant la main. J'apprécie votre aide. La poigne de Kellerman était ferme, mais son regard était calculateur, scrutant déjà les complications créées par la présence de Blake. Pas de problème. Quel est le problème avec votre moteur? Oh, il n'y a pas de problème de moteur, répondit Blake sur le ton de la conversation. Je voulais juste rencontrer l'homme qui prévoit d'assassiner Patricia cet après-midi. Le changement d'atmosphère fut instantané. Patricia halta et recula, la main se portant sur la radio d'urgence. Le visage de Kellerman se transforma rapidement. Surprise, déni, calcul, et finalement le masque froid d'un prédateur démasqué. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit prudemment Kellerman. Je pense que vous devriez partir. Blake sortit son téléphone et passa un enregistrement de la conversation de Kellerman avec son témoin d'alibi. N'oubliez pas de mentionner que Patricia semblait déprimée ces derniers temps. En parlant de rejoindre son mari, les gardes-côtes retrouveront son corps dans 3 jours et tout le monde comprendra qu'il s'agissait d'un suicide. Le visage de Patricia devint blanc sous les implications. Richard, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-il? Blake tendit à Patricia un dossier contenant des photos, des relevés financiers et des profils détaillés des précédentes victimes de Kellerman. Votre petite amie a tué à au moins 4 femmes au cours de la dernière décennie. Toutes de riches veuves comme vous. Votre sortie en mer était censée être votre dernière. Kellerman se précipita vers le coffre de secours du bateau où il avait caché un fusil harpon, mais Blake avait anticipé le mouvement. Un seul coup au plexus solaire de Kellerman le fit tomber sur le pont, à bout de souffle.
Patricia, dit calmement Blake. Veuillez utiliser la radio pour contacter les gardes-côtes. Dites-leur que vous avez une urgence médicale et que vous avez besoin d'une assistance immédiate. Alors que Patricia passait l'appel radio, Blake attacha les mains de Kellerman et commença le même interrogatoire qu'avec Derek Walsh. Les résultats furent encore plus accablants. Kellerman avait tué cette femme en 15 ans, accumulant plus de 20 millions de dollars de biens volés. Tu ne peux pas faire ça, halta Kellerman. C'est un enlèvement, une agression, une séquestration. Blake sourit avec l'expression qui avait terrifié les ennemis en Irak. En fait, c'est la justice. Le système judiciaire a laissé tomber vos précédentes victimes, mais il ne laissera pas tomber Patricia. Les gardes-côtes arrivèrent 30 minutes plus tard et trouvèrent Kellerman avouant plusieurs meurtres, tandis que Patricia apportait un témoignage qui assurerait sa condamnation. Le dossier de preuve de Blake, transmis anonymement, offrait aux procureurs fédéraux un dossier solide qui aboutirait à des peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lundi matin, Blake retourna à Denver et au siège de la Cross Foundation, où Amanda examinait déjà leur prochain dossier. Kellerman a été inculpé de 7 chefs de meurtre au premier degré, rapporta-t-elle. Le témoignage de Patricia a été la clé qui a tout débloqué. Elle a également accepté de financer notre prochaine opération. Blake a examiné le nouveau dossier. Un autre prédateur, une nouvelle série de femmes fortunées mourant dans des accidents opportunistes. La guerre contre les prédateurs ne finirait jamais. Mais Blake y avait trouvé sa place. Tyler arriva à leur consultation hebdomadaire, le visage exprimant la satisfaction d'un homme qui avait trouvé la paix avec son traumatisme. Qu'est-ce que ça fait de sauver des vies au lieu de les prendre? Blake réfléchit sérieusement à la question. Pendant 6 mois, il avait utilisé ses talents de tueur pour protéger les innocents au lieu d'éliminer les combattants ennemis. Le travail était différent, mais la satisfaction était plus profonde. Comme si j'avais enfin trouvé ma voie, répondit Blake. Derrière les fenêtres de la salle de conférence, Denver s'étendait vers les montagnes rocheuses où Derek Walsh était mort 6 mois plus tôt. Blake Morrison avait été bien des choses dans sa vie. Soldat, mari, homme trahi en quête de vengeance. Il était désormais quelqu'un de nouveau, un gardien qui se dressait entre les prédateurs et leurs proies. Le fantôme avait trouvé sa mission ultime, et Blake Morrison était enfin rentré de la guerre. C'est ici que notre histoire se termine.